Merci beaucoup d'être venu malgré l'atmosphère qui règne en ce moment dans Paris. Alors pour ce deuxième cours de l'année, nous allons aborder très rapidement un premier tour d'horizon sur l'œuvre qui nous occupe, le Wakan Aro-Eishu, son auteur, si l'on peut parler d'auteur, puisque c'est son compilateur, son rédacteur, et puis la personnalité centrale de ce recueil, qui est le poète chinois Po Chuyi Hakkyoi en japonais, et quelques réflexions sur la structure et le sens de l'ensemble. Donc nous avons vu au dernier cours que le Wakan Aro-Eishu fut l'une des très rares œuvres japonaises imprimées en écriture japonaise, sortie des presses jésuites qui étaient actives au Japon entre 1591 et 1611. Et même, peut-on dire, ce fut la seule œuvre japonaise littéraire proprement dite à avoir été imprimée par les missionnaires. Si l'on met à part les ouvrages à contenu religieux, catéchistiques, liturgiques ou autres, les livres publiés par les jésuites ont essentiellement pour but l'apprentissage de la langue, ce qui explique qu'un nombre important soit imprimé en lettres latines. Il y a, nous l'avons dit, le Heike Monogatari, ainsi translittéré. Et nous avons évoqué que l'une des raisons de ce choix, outre la grande popularité du texte, était l'aperçu qu'il donnait aux Européens de l'univers religieux japonais. Il y a encore un recueil de maximes dorées, Kinkushu, également translittéré, qui fournissait aux prédicateurs chrétiens de nombreuses citations, dont un nombre important issu du bouddhisme, du zen même. Les prêtres pouvaient ainsi émailler leurs sermons japonais de locutions familières à leurs ouailles. C'est sans doute dans le prolongement de ce recueil de maximes qu'il faut considérer la publication du Wakan Aro-Eishu, qui se présente en conséquence comme le niveau supérieur, le dernier degré de la gradation didactique que l'on peut trouver avec les fables d'Ésope, le Heike Monogatari, le Kinkushu, lorsque l'on maîtrise suffisamment la langue pour se risquer à prêcher en japonais. Vient alors le saut dans la maîtrise de la langue écrite sous ses deux principaux aspects chinois et japonais. Le Wakan Aro-Eishu peut être considéré comme une anthologie, bien qu'infiniment plus cohérente que les maximes dorées, qui procure au lecteur, le Kinkushu donc, qui procure au lecteur et utilisateurs européens un bagage littéraire minimal qu'il partagera avec ses interlocuteurs japonais. Nous nous demanderons tout à l'heure, cependant, si c'était bien la seule raison. Il est bien évident que ce texte, le Wakan Aro-Eishu, ne fut pas choisi au hasard, mais que son choix reposait sur la vogue dont jouissait déjà l'ouvrage au Japon, et de longue date. Il sera plus simple de reprendre à ce sujet ce qu'en dit le professeur Shirane Haruo, ou plutôt Haruo Shirane, puisque vous savez qu'il écrit, étant d'origine américaine, il écrit son nom en lettres latines, qui a écrit, donc le professeur Shirane, qui a écrit plusieurs fois sur ce thème, et encore tout récemment, en soulignant que le Wakan Aro-Eishu est, à partir de la fin de l'époque de Heian et durant tout le Moyen-Âge, sans doute le classique qui est le plus d'influence. L'une des raisons de sa si large diffusion avait trait à l'apprentissage, sans transposer la poésie chinoise en langue japonaise, mais en donnant des fragments qui servaient de thème à la composition de waka. Ces waka n'étaient pas des traductions, mais des interprétations et des adaptations. Il a donné ainsi la quintessence du texte. En reconnaissant peine dans la dernière partie de cette description la forme même des poèmes les poèmes à thème bouddhique, les shakkyoka, qu'ils ont occupé les 2 premières années. J'ai déjà souligné que ces poèmes, surtout les poèmes scripturaires, Homonka, n'est-ce pas, Nori no Fumi no Uta, ces poèmes scripturaires, Homonka, étaient dans leur principe même non pas un genre original, mais une variante d'une catégorie plus vaste, qui est la transposition des poèmes chinois en poèmes japonais, tels qu'on les trouve par exemple chez Oe no Chisato, qui fleurit autour de l'an 900 et qui adapta en japonais des poèmes de Po Chuyi, de Hakkyoi. Vous avez à ce sujet un article très intéressant de Michel Vieillard-Baron. Considéré de ce point de vue, l'étude du Wakan Aro-Eishu peut se situer dans la perspective de cette pratique de déploiement en japonais d'un original chinois. Mais prenons tout d'abord, avant que d'y revenir plus en détail, un premier aperçu de la structure de cet ouvrage. Oui, excusez-moi, je voyais. Donc, à propos de la prononciation
de Pai Tzuyi, n'est-ce pas? Tous les Chinois actuels prononcent ainsi Pai, n'est-ce pas? Deuxième ton. Et vous savez qu'en France, de longue date, la prononciation de ce nom est Po, P-O dans l'ancienne transcription, B-O actuellement. Je préfère pour ma part donc la transcription Po Tzuyi, qui est la transcription classique bien attestée, et la prononciation classique plutôt, qui est bien attestée, ancienne, comme l'Itaipo, n'est-ce pas l'Itaipai maintenant, comme on dit. Alors, je mettrai donc, je prononcerai systématiquement Po Tzuyi. Mais prenons tout d'abord, avant que d'y revenir plus en détail par la suite, un premier aperçu de la structure de cet ouvrage, structure qui est en elle-même assez originale. Il ne comporte que 2 livres, Kan, dont le premier a un contenu très cohérent, puisqu'il s'agit des 4 saisons, n'est-ce pas, Shiki, chacune d'entre elles comportant un nombre important de sous-rubriques que nous verrons en temps voulu. Le second livre fait un contraste très net avec le premier par son contenu. Il ne comporte pas de rubrique générale qui aurait pu, par exemple, s'inspirer des grandes anthologies officielles, telles les célébrations, Ga, les séparations, Wakare, les voyages, Tabi, les amours, Koi, etc. En tout, presque 50 en tête, 48 plus exactement, qui vont des phénomènes naturels tels le vent, les nuages, la nature comprenant les plantes, les animaux, les éléments du paysage, les différentes conditions humaines, ermites, paysans, moines, les occasions sociales, les relations humaines. Remarquons que l'avant-dernière catégorie est l'impermanence, Mujo, la seule explicitement bouddhique, au moins doctrinalement, car il y a aussi des rubriques bouddhiques comprises dans la description du monde et de la société, temples et moines par exemple. Évidemment, nous le verrons aussi en lisant, ces rubriques, ces sous-rubriques sont tirées du recueil même de Po Tzuyi, n'est-ce pas? C'est en reprenant les thèmes traités par Po Tzuyi, le compilateur a donné ces en-têtes. Vous remarquerez peut-être avec moi une absence éloquente, enfin, bien que vous n'ayez pas la liste complète sous les yeux, celle des dieux, des divinités japonaises, des kami. La raison de cette absence peut paraître évidente. Le point de départ est la Chine, des poèmes chinois d'où découlent des poèmes sino-japonais, puis des poèmes japonais. Dans cette procession, les divinités japonaises n'ont pas de place naturelle. On aurait pourtant pu s'attendre à ce que ces dieux interviennent au moins dans les poèmes japonais, selon l'agencement que l'on a vu se mettre en place au fil des anthologies impériales japonaises. Mais le fait est que l'on ne les rencontre guère. Il faudra revenir sur cette question au fil de nos cours et tenter de trouver une réponse. Nous en verrons quand même un élément possible aujourd'hui même. Il y a en tout légèrement plus de 800 poèmes, 803 ou 804 selon les recensions, répartis grosso modo de façon égale entre les 2 livres, 400 environ, un peu moins pour chacun. La succession des poèmes est révélatrice de l'esprit qui préside à cette compilation. La succession des poèmes à l'intérieur de chaque groupe, si vous voulez. Le premier poème ou fragment de poème, un fragment, une citation de 2 vers par exemple, est d'un auteur chinois, le plus souvent Po Tzuyi, donné en chinois classique et en lecture explicative, Kun. Le second poème est encore en chinois classique, mais cette fois c'est l'œuvre d'un auteur japonais, un kanshi donc, c'est un kanshi. Le texte en est le plus souvent intégral, c'est-à-dire sous forme d'un quatrain. Vient ensuite une série très limitée, mais série quand même, c'est-à-dire le plus souvent 2, voire 3 poèmes japonais, cette fois des waka, de facture classique. Il peut y avoir de légères modifications dans la répartition, 2 poèmes chinois par exemple, 2 sino-japonais et un seul poème japonais, mais toujours selon le même ordre. En raison de la double origine des poèmes d'expression chinoise, ceux-ci sont supérieurs naturellement en nombre aux poèmes japonais. Il y a 588 poèmes chinois et sino-japonais donc, et 216 waka. Si je reprends le décompte du grand spécialiste de la littérature japonaise de Heian, que fut Kawaguchi Hisao, les poèmes d'expression chinoise se répartissent en 234 pour les auteurs chinois, 354 pour les auteurs japonais, tandis que les waka sont au nombre de 216 donc. Pour compléter ce que j'ai dit plus haut, et toujours selon Kawaguchi, il y a 39 extraits de chinois et 195 poèmes complets.
d'auteurs chinois, ce ne sont pas des extraits de chinois. 101 fragments de poèmes sino-japonais et 253 poèmes complets sino-japonais. Il ressort de ces chiffres, toujours un peu indigestes, mais révélateurs, que les poèmes complets sino-japonais, donc d'auteurs japonais, représentent la proportion la plus importante, dépassant de plus du tiers le corpus des poèmes chinois, c'est-à-dire d'auteurs chinois, tandis que les extraits sino-japonais représentent plus du double des extraits chinois. Pour ce qui est des poètes chinois, la première place appartient sans conteste à Po Chuyi, avec 135 poèmes. C'est donc de loin le poète le plus représenté du recueil. Aucun autre auteur ne peut lui être comparé, puisque les autres poètes chinois n'ont qu'entre 11 et 1 pièce citée. Le second poète, le plus cité en japonais, le second poète de poèmes chinois, n'est-ce pas, et qui est le plus cité après Po Chuyi, après Hakkoi, est japonais. Il s'agit de Sugawara no Fumitoki, dont vous voyez les dates ici, 899-981, avec 44 poèmes sino-japonais. Il n'est autre que le petit-fils de Sugawara no Michizane, 845-903, lui-même second poète japonais le mieux représenté, avec 38 poèmes sino-japonais. Nous verrons d'ailleurs qu'après la masse imposante de Po Chuyi, qui dépasse de loin tous les autres, le bloc principal de poèmes, avec des nombres compris entre 44 et la dizaine, est représenté par les poètes sino-japonais, par le nombre de poèmes par poète. Les poèmes japonais, les waka, viennent donc par le nombre en troisième et dernière place. Le poète le mieux représenté est Kinotsuda Yuki, de la première moitié du IXe siècle, dont il est inutile de rappeler le rôle dans la constitution du Kokinshu et de sa préface japonaise, avec 26 poèmes seulement. Il est suivi de Oshikochi no Mitsune, vers, vous avez la date, n'est-ce pas, vers 859-925, qui en a moins de la moitié, 12 un peu. Les autres étant représentés par des poèmes de beaucoup moins nombreux. La structure du recueil est donc assez claire. Le centre en est la poésie de Po Chuyi, avec en satellite une pléiade de poètes chinois, tous de la dynastie des Tang. C'est important. La masse principale est représentée par les poètes sino-japonais de la première partie de l'époque de Heian, des 9e et 10e siècles, et enfin les poèmes d'expression japonaise. Nous voyons ainsi se dessiner de façon fort claire la hiérarchie langagière qui nous occupe tout au long de notre enquête, le chinois, le sino-japonais, le japonais. Hiérarchie qui ne concerne bien évidemment que le Japon, mais dont on perçoit nettement comment elle est instaurée sur la base chinoise. Le socle est présenté en son altérité continentale, symbolisée par l'omniprésence de Po Chuyi. Cela est renforcé par la pratique représentée de façon sporadique dans le recueil de prononcer certains de ces vers en lecture phonétique sino-japonaise, c'est-à-dire en ondoku, comme on lirait un sutra en quelque sorte, et non en lecture explicative kundoku japonaise, comme nous l'avions vu au dernier cours. Je vous en ai présenté un extrait de ces poèmes lus en ondoku, qui était encore une fois en kaon, donc la version moderne de cette lecture phonétique. Les poèmes composés en chinois par les Japonais représentent déjà la transposition autochtone de ce modèle. Ils montrent ici, par leur présence majoritaire, comment les modèles continentaux peuvent être transplantés en terre japonaise. Les poètes japonais sont de dignes émules du plus grand des Chinois. Mais ici, comme nous l'avons rappelé au dernier cours, il ne subsiste plus rien de la prosodie chinoise, bien que les auteurs japonais s'y conforment scrupuleusement par écrit, à la manière des poètes latins de la Renaissance et plus tard, qui reviennent à l'antique prosodie latine sans que plus personne ne soit capable de la réaliser oralement, et en plus en prononçant à la française, n'est-ce pas, arma virumque cano. Cette observance des règles prosodiques concerne donc seulement le texte écrit, elle disparaît dans sa dimension orale, si bien que la partie chinoise et la partie sino-japonaise sont unies d'une part dans leur dimension écrite relevant de la langue chinoise, mais elles sont aussi réunies dans leur dimension orale, réunies donc cette fois dans la langue japonaise. La troisième partie, japonaise, représente le niveau le plus proche des Japonais de ce que je pourrais appeler cette procession langagière. Elle se distingue même oralement des deux premières
en ce que le vocabulaire est cette fois purement japonais. Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Les caractères chinois disparaissent, le vocabulaire chinois disparaît oralement, alors qu'il reste dans la prononciation explicative des poèmes sino-japonais, et il ne subsiste plus que les échos évoqués et encryptés selon les procédés mis en lumière dans les années précédentes de la langue à partir de la base chinoise. Cette dernière partie japonaise est donc l'ultime étape illustrée par cette anthologie, dont le nombre démesuré de poèmes écrits par Po Chui montre bien que le compilateur entend ordonner cette démarche selon un axe central et chinois. Nous n'entrerons bien sûr pas ici dans les détails de la tradition manuscrite, c'est un peu prématuré encore, du Wakan no Eishu, mais rappelons seulement qu'un certain nombre de versions suppriment tout bonnement la troisième partie japonaise des poèmes, ne gardant que les deux premières, c'est-à-dire les poèmes chinois et les poèmes sino-japonais, donc les poèmes chinois composés par des Chinois et des Japonais. Or, le titre reste le même dans ces versions d'où sont supprimés les poèmes japonais. Et les commentateurs estiment généralement que le terme wakan, c'est-à-dire japonais et chinois, wakan doeishu, se réfère ici seulement à la nationalité des auteurs. Il semble bien pourtant que plus que d'une question de nationalité, de concurrence nationale, c'est bien de la complémentarité des langues qu'il s'agit. En tout cas, la langue a au moins ici autant d'importance que la nationalité. Cette interprétation ne peut être que renforcée par le titre même du recueil. Rappelons que la traduction que nous suggérons est « recueil de poèmes chinois et japonais dignes d'être récités ». Roé a le sens général de lire à haute voix, mais a un sens plus précis à l'époque de Heian, celui qu'il convient de comprendre ici, bien qu'il suffise d'avoir à l'esprit que c'est ce que nous entendons dans le terme même de réciter, qu'on le prononce habituellement. On ne récite pas un poème comme on récite n'importe quoi. Bien que nous ne sachions plus exactement de quelle façon cela se réalisait concrètement, le terme impliquait le chant, peut-être même plus exactement la psalmodie mélodique consécutive de deux passages poétiques en sino-japonais. Il s'agissait d'une réalisation musicale, accompagnée éventuellement d'instruments. Le terme s'est aussi étendu, au-delà de la poésie chinoise, à la récitation de la poésie japonaise. Peut-être faudrait-il évoquer ici quelques pratiques de récitation poétique continentale, chinoise, voire coréenne, encore vivantes de nos jours, pour avoir une idée de ce que pouvaient être réellement ces mélodies. Mais nous ne sommes sûrs de rien à ce sujet. Dans les cercles de récitation de poésie coréenne, par exemple, qui subsistaient il y a encore une quarantaine d'années, que par exemple mon collègue et ami François Martin avait étudié, les poèmes chinois ne sont pas récités, ne sont même pas psalmodiés comme dans le shigin japonais, mais ils sont vraiment presque chantés avec une mélodie. Si vous allez sur YouTube et en cherchant bien, vous trouverez des récitations de poèmes chinois dans certains, dialectes chinois, dans certaines langues, sous-langues chinoises comme le taïwanais par exemple, qui doivent donner une assez bonne idée de ce que cela pouvait être autrefois. Et là, vous avez vraiment des poèmes littéralement chantés. Alors, de même que sur le lien qu'il y a à faire sur les extraits de poèmes chinois, voire sur les poèmes complets, et la pratique de calligraphier des morceaux poétiques sur des paravents, pratique fort répandue déjà à l'époque de Heian, et dont nous allons voir tout à l'heure un illustre exemple. Diverses sources mentionnent ce rapprochement, et nous aurions donc ample matière à investigation dans les aspects qu'on pourrait appeler multimédia du Wakan Doeishu, le domaine musical, le domaine artistique et calligraphique entre autres. Mais nous ne pourrons bien sûr pas nous y arrêter, ne serait-ce qu'en raison de notre incompétence, et aussi du fait que vous connaissez le thème central de notre enquête, nous occupons des rapports langagiers. Après cette brève présentation de la structure du Wakan Doeishu, il est temps de parler de son compilateur, Fujiwara no Kinto, 966-1041, fameux poète de l'époque de Heian, qui n'est bien sûr pas un inconnu des auditeurs de ce cours, car nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans le cours concernant les poèmes sur les dieux, les Jingika, Jingi-uta ou Jingi-no-uta. De famille illustre, son père n'était rien moins que le régent, le Kampaku, donc,
puis ministre des Affaires suprêmes d'Ajo Daijin, Fujiwara no Yoritada, 924-989, qui servit les empereurs Enryu et Kazan. Lui-même, bien qu'il n'eût pas la même flamboyante carrière politique, suivit le cursus honorum de la cour et accéda au rang de grand conseiller, Dainagon, ce qui explique son surnom de Shijo Dainagon. C'est bien sûr sa carrière littéraire qui nous intéresse. Et nous avons déjà vu il y a 2 ans qu'il l'avait commencé par une œuvre importante, la compilation du 3e recueil poétique impérial, le recueil des glanures poétiques, le Shui Wakashu, le Shuishu, commissionné par l'empereur Kazan, qui fut rédigé au tout début du XIe siècle, entre 1005 et 1007. On s'accorde généralement à reconnaître à Kinto un rôle décisif dans l'établissement de cette anthologie. Bien qu'elle n'ait pas une grande réputation parmi les 8 premières, mais on se souviendra qu'elle comporte, cette anthologie, comme je l'avais rappelé dans le cours à l'époque, 45 kagura-uta, ou poèmes sur les dieux, poèmes liturgiques shinto en quelque sorte. Ce qui est à contraster avec notre remarque sur l'absence des dieux dans le Roeishu. Ces 45 kagura-uta, évidemment, développe la première catégorie qui était dans le Kokinshu, n'est-ce pas, des Kami Asobi no Uta, qui étaient au nombre d'une petite dizaine. Là, ils sont bien amplifiés. La trame de ce Shuishu aurait été composée par Kinto dès l'extrême fin du Xe siècle. Il n'a fait avec modestie figurer que 15 de ses poèmes dans le recueil. On se souvient aussi que malgré l'absence de rubrique Shakkyoka, de poèmes à thème bouddhique, la rubrique Shakkyoka indépendante, enfin sous sa première forme, n'interviendra que dans le recueil suivant, le Go-Shuishu. Malgré l'absence de cette rubrique de poèmes bouddhiques, certains poèmes, dispersés dans le recueil, se rattachent sans peine à des passages précis du Sutra du Lotus, comme par exemple un poème sur l'une des existences antérieures de Shakyamuni, où il passe 1000 ans à couper du bois et puiser de l'eau au service d'un ermite afin d'entendre le lotus, ou bien encore un poème faisant allusion au charabeu, n'est-ce pas, du chapitre 3 le chapitre de la parabole du Sutra du Lotus, et plusieurs autres encore. Donc cela dénote cette présence, je dirais, dispersée, disséminée, ce qui donne en fin de compte une certaine unité de ton. Cela ne reflète pas tant un intérêt particulier de Kinto pour le bouddhisme que l'impossibilité de passer sous silence cette doctrine dans une anthologie qui se veut représentative, bien que les critiques aient souvent relevé les goûts plutôt conservateurs, voire passéistes, de Kinto dans ses choix. Notre poème compilateur est aussi célèbre, bien sûr, pour l'établissement d'une liste, la première du genre qui nous soit conservée sous forme d'un court recueil et qui fut largement imité sous toutes ses formes par la suite, des 36 immortels de la poésie, les Sanju Rokkasen. Une classification qui va chronologiquement du tout début du 8e siècle avec Kakinomoto no Hitomaro jusqu'à la toute fin du 10e siècle avec par exemple la poétesse Nakatsukasa, morte vers 980, donc contemporaine. Il convient d'ajouter à cela son recueil poétique personnel, le Dainagon Kintoshu ou Kinto Kyoshu, mais surtout 2 textes qui montrent quelques rapports avec le Wakan Roeishu. Tout d'abord, le Kingyokushu, qui ne comporte certes que des wakas, mais dont la structure, d'une part, et les auteurs choisis par Kinto, rappellent, malgré la brièveté du recueil, qui ne comprend qu'un peu moins de 80 poèmes, nombre variable selon les manuscrits, rappellent le choix du Roeishu. En particulier, on relève que c'est encore ici Kinotsuda Yuki qui est le plus représenté, bien qu'avec 8 poèmes seulement. Mentionnons enfin un très court texte que l'on parle plus souvent du nom de Karon, c'est-à-dire de traité poétique, dont le titre est certes ronflant, Shinsen Zuino, la substantifique moelle du nouveau recueil, dont la date n'est pas certaine, ou bien la substantifique moelle nouvellement composée. Le titre est un peu ambigu. La date n'est pas certaine, mais elle semble tardive dans la vie de Kinto, ce qui fait que l'on ne sait ce qu'il faut entendre exactement par le Shinsen du titre.
le nouveau recueil. S'agit-il du recueil lui-même composé, du Zuino lui-même, ou bien du Kingyokushu ou du Shuishu, voire peut-être de la partie japonaise du Roeishu, du Wakan Roeishu, ce qui est moins probable. Je vous réfère dans tout cela à un article de Nicolas Steele, T2ELE, n'est-ce pas? Rules for Poetic Elegance. C'est donc etc. Fujiwara no Kinto Shinzen Zuino et Wakakubon dans Monumenta Nipponica. Donc vous trouverez facilement à Thiel, Nicolas Thiel, et vous tapez Fujiwara no Kinto sur un moteur de recherche, vous aurez tout de suite cet article. Toujours est-il que la lecture de ces quelques pages est un peu décevante, si en tant que canon, n'est-ce pas, en tant que traité poétique, puisqu'il est très concret, il concerne la... D'ailleurs, ça peut nous donner quelques indices sur ce qu'on entend ici par Roeishu, n'est-ce pas, puisque dans ce traité, Kinto insiste sur la façon de lire, même de lire oralement les poèmes. Mais c'est très décevant si on le compare par exemple au Korai Futeishu de Shunze. Vous vous souvenez, nous en avons parlé il y a 2 ans, qui est la façon dont il reliait la composition poétique des waka aux doctrines du Tendai sur les 3 vérités, par exemple. Nous ne trouvons rien de tout cela ici chez Kinto. Il n'y a pas de théorisation bouddhique, ni même non bouddhique. Nous pouvons cependant remarquer que Kinto confirme dans ce texte ses goûts conservateurs en poésie, tout en faisant preuve d'un sens critique aigu, qui nous aide à comprendre pourquoi son jugement était extrêmement redouté de ses contemporains. On rapporte l'anecdote d'un poète qui aurait été critiqué par Kinto et qui se serait laissé mourir de faim, de désespoir. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur certaines de ces brèves remarques. Mentionnons un autre opuscule de Kinto, qui est traité dans l'article de Thiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui illustre encore sa réputation de critique. S'inspirant, et il ne fut pas le seul, ni en Chine ni au Japon, d'un célèbre passage du Sutra des contemplations du Bouddha vie infini, le Kanmuryo-jukyo, où les êtres sont classés en 9 catégories. Alors, Kubon, on prononce le plus souvent Kubon, maintenant c'est la lecture admise, alors que, évidemment, il faudrait prononcer correctement Kuhon, n'est-ce pas, puisqu'il n'y a pas de consonne avant. Il n'y a pas la nasale N qui engage la lecture bon, mais tout le monde prononce Kubon. Donc, les êtres sont classés en 9 catégories, 3 groupes divisés chacun en 3 sous-groupes allant du supérieur à l'inférieur. Kinto se sert de la même, donc ça fait 3, 3, 3, n'est-ce pas? Kinto se sert de la même grille d'évaluation pour donner des poèmes correspondant à chacune des 9, de ces 9 catégories, en donnant 2 poèmes pour chaque catégorie. On remarquera que la première catégorie, donc supérieur, n'est-ce pas, Jo, est un poème inclus dans le Shuishu, le recueil compilé par Kinto. Et le second du même degré étant le Kokinshu, donc le supérieur. Le premier est tiré du recueil de Kinto, et le second vient de l'illustre précédent qui était le Kokinshu. Mais il ne faut pas trop y voir malice, car les degrés les plus bas comptent aussi des poèmes des 2 recueils. Comme la plupart des écrits plus ou moins théoriques sur la poésie japonaise, la notion de kokoro joue un rôle important chez Kinto. Mais faut-il y voir pour autant la prédominance chez lui du Shinto, ainsi que le dit M. Steele, ou semble le dire dans son article. En particulier, il parle d'expressions, selon lui, typiquement Shinto, comme Kiyoki Kokoro. Certes, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le Shuishu accorde une place importante au Kagura Uta, au poème sur les dieux, au poème donc cérémoniel. Mais nous avons vu aussi que l'influence du bouddhisme, s'il était plus diffus comme religion, en était d'autant plus omniprésente. De plus, certains d'entre vous se rappellent sans doute que dans un recueil plus tardif, le Senzai Wakashu, le poème des 1000 ans, qui est la 7e des 21 anthologies impériales, qui
qui précède juste le Shinko Kinshu, qui clôt la série des huit premières, les Hachidaishu. Ce Senzai Wakashu, donc Senzaishu, achevé en 1188. Dans ce recueil se trouve une série de poèmes illustrant les 10 comparaisons, les Juyu, n'est-ce pas, comme vous le voyez ici, Yuimagyo, Juyu, etc. Donc, dans ces poèmes illustrant les 10 comparaisons citées dans le Sutra de Vimalakirti pour illustrer l'absence de nature propre, n'est-ce pas? Alors, c'est l'écume, les feux follets, les bagnons, les mirages, etc. Il se trouve justement que 2 poèmes consécutifs sont l'œuvre de Kinto. Je remercie Julien Faury de m'avoir évité une grosse erreur de transcription à la fin. Donc, alors, voici le poème. Koko ni kie, kashiko ni musubu, mizu no awa, ukiyo ni meguru, mi ni koso arikere. Ici, il se défait, et là, il se reforme. Écume d'eau qui parcourt le monde, flottant, voilà ce qu'était le corps, ou voilà ce qu'est le corps. C'est évidemment pour la Mizu no awa no gotoshi, n'est-ce pas, Toieru kokoro, c'est donc sur la comparaison avec l'écume. Et le second poème, Kumo no gotoshi toieru kokoro, n'est-ce pas, qui fait avec les nuages, la comparaison avec les nuages, Sadamenaki miwa ukigumo ni yosore tsutsu, hate wa sore ni zo narihate no beki. Jamais fixé, le corps à un nuage flottant se compare et à son terme, comme lui, il finira. Je faisais remarquer alors que ces 2 poèmes sont bien des shakkyoka, c'est-à-dire littéralistes, n'est-ce pas, qui se contentent de répéter presque sans fioriture la lettre du sutra. Ils sont en tout cas fort linéaires, sans recherche d'accumulation allusive. Cela nous rappelle, s'il en était besoin, que la pensée de Kinto était pénétrée de doctrine bouddhique, comme tout le monde à l'époque, pourrait-on ajouter, et qu'il serait sans doute tout à fait trompeur de surestimer l'importance d'une pensée shinto qui était encore fort peu élaborée à son époque. Remarquons encore qu'avec ces 2 poèmes marqués par le concept d'impermanence, Mujo, Kinto rejoint l'avant-dernière rubrique de son Wakan Roeishu, qui s'intitule aussi de la même façon Mujo. Rien de très original sans doute, mais qui confirme l'impression d'ensemble pour ce dernier ouvrage de présence du bouddhisme et d'absence du shinto. On se souvient que c'est avec le recueil qui suivit le Shuishu, la seconde anthologie des glanures poétiques, donc le Go Shuishu, qu'apparaissent les 2 rubriques parallèles sur les dieux et le bouddhisme, ou plus exactement sous la forme de 2 sous-rubriques. Ce n'est pas un livre entier, c'est les 2 de 3 parties d'un livre, dans le 20e livre du recueil. Nous avions aussi remarqué que dans la préface de ce recueil, le Go Shuishu, il n'était pas fait allusion aux divinités japonaises, contrairement à l'exemple primordial qui était la préface japonaise du Kokinshu de Ki no Tsurayuki. C'est en même temps dans ce recueil qu'apparaissent, aux 2 sous-rubriques concernées, des références explicites à l'idée du Honji Suijaku, de la base originelle et trace descendue, du foncier et du vestigiel, comme je le traduis aussi. Il est donc normal de penser qu'à l'époque de Kinto, qui meurt presque un demi-siècle avant le Go Shuishu, cette idée n'était pas encore suffisamment établie pour qu'il s'y appuie dans son recueil. Cela ne retire bien sûr rien je parle du Wakan Roeishu. Cela ne retire bien sûr rien à l'élan qui est donné dès le Kokinshu pour promouvoir la langue japonaise afin de l'élever au niveau du chinois. Il semble plus simple de penser, compte tenu de l'absence d'indications plus précises de la part de Kinto, que ce dernier ne fait aucunement machine arrière, bien entendu, dans ce processus, mais qu'il le poursuit dans une perspective qui n'est pas explicitement shinto-bouddhique. Elle est plus exclusivement littéraire et bouddhique, le bouddhisme étant ici plus considéré comme élément de la culture continentale, chinoise donc, et sa transposition en langue japonaise ne se faisant pas forcément par l'intermédiaire des dieux. Afin de mieux comprendre la façon dont procède Kinto, il nous faut tout d'abord revenir sur la personnalité centrale de son recueil, Po Chuyi.
et sur le rôle culturel qui est le sien. Enfin, bien sûr, tout cela fait au galop, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'avec 135 poèmes figurant dans le Wakando Eishu, Po Chuyi en constitue sans conteste l'axe central. On peut évoquer ici ce que dit le professeur Sugano Hiroyuki, l'éditeur du Wakando Eishu dans les éditions Shogakukan, qui relate dans sa préface son indignation en entendant quelqu'un assurer dans une conversation qu'une fois qu'on a lu le Wakando Eishu, ce n'est plus la peine de lire le recueil poétique de Po Chuyi, le célèbre Hakushi Monju. Cette boutade pourrait aussi être prise au sérieux. Nous reviendrons tout à l'heure sur le Hakushi Monju. De nombreux indices suggèrent que ce fut exactement le cas tout au long de l'histoire japonaise, et que c'est aussi l'une des raisons qui ont mené les missionnaires à l'imprimer sur leur presse. Avec ce recueil, nous avons le digest, si vous me permettez, qui dispense de lire tous les autres, et tout spécialement le grand corpus poétique qui fut le maître livre de la littérature de Heian, le Hakushi Monju. Il n'est bien sûr pas question d'entrer ici dans l'exposé de la vie et de l'œuvre de Po Chuyi, 772-846. L'un des plus grands poètes chinois, issu de la génération qui suivit les trois plus grands poètes Tang, n'est-ce pas, les Li Po, Wang Wei et Tu Fu, ces trois étant tous du 8e siècle, alors que Po Chuyi donc, meurt quasiment à la moitié du 9e siècle. Il eut, comme Kinto, une carrière politique, si on peut comparer les deux, mais elle fut considérablement plus agitée, ne serait-ce qu'à cause de la situation de l'Empire chinois qui se remettait péniblement de la révolte de Han Lushan, qui était mort en 757. Mais donc le général d'origine centra-asiatique qui avait tenté de prendre le pouvoir après les quelques événements que nous allons voir tout à l'heure. Donc lui, Han Lushan était mort en 757, mais la révolte se poursuivit jusqu'en 763, n'est-ce pas? Donc, l'ordre était encore loin d'être restauré au début. Il fut reçu aux examens impériaux en 800 et il devint secrétaire d'un prince, un rang assez mineur, mais qu'il exposa suffisamment aux intrigues pour être envoyé en exil à cause des crises intempestives. Un exil qu'il alla passer dans le Sichuan. Non sans avoir au préalable été admis à l'académie Hanlin en 807. Je n'ai pas mis. Donc, vous connaissez l'académie Hanlin, je l'écris simplement pour ceux qui. Hanlin Yuan, n'est-ce pas? Qui était à la fois un organisme culturel, une sorte de chancellerie qui réunissait les plus grands lettrés de chaque époque, qui avait pour charge de réviser les écrits officiels, les écrits programmatiques, et qui aussi, disons, veillait à l'orthodoxie confucianiste de ce qui s'écrivait. Et c'était même parfois, dans certains cas, une sorte de shadow cabinet, n'est-ce pas, de conseil fantôme qui aidait le pouvoir. Et elle a été créée au début au 7e siècle, au tout début des Tang, et elle a été dissoute en 1911, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose de tout à fait prestigieux. Donc, rentré d'exil en 819, il reprit son ascension pour être envoyé comme gouverneur à Hangzhou, Koshu, où il fut gouverneur de 822 à 824, la grande ville qui est au sud-est de Shanghai, tout près du lac de l'Ouest, donc au bout du grand canal qui est un axe à la fois de transport et de voyage littéraire tout à fait
centrale, n'est-ce pas? Et il fut l'ami de... il retrouva à Hangzhou son ami, le poète Yuan Zhen, n'est-ce pas, qui fut son ami tout au long de sa vie, et dont les poèmes de ce Yuan Zhen, Genshin, figurent aussi en bonne place dans le Wakan no Eshu. Il fut ensuite promu à Luoyang, la capitale orientale, puis devint gouverneur de Suzhou. Enfin, c'est simplement pour vous montrer qu'il a eu des fonctions poétiques, des politiques très, très importantes. Bon, c'est une digression sur laquelle je ne reviendrai pas, mais pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a souvent relevé, et d'ailleurs pas seulement avec Po Chuyi, sauf que Po Chuyi était particulièrement important dans la formation intellectuelle de l'époque de Heian, c'était aussi un poète très politique, et que le versant politique de son œuvre a été moins relevé au Japon. C'est un peu exagéré parce qu'on peut aussi, dans la poésie japonaise, enfin, surtout sino-japonaise, trouver des traces assez claires de cette influence. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi explicite que la façon dont on l'a relevée en Chine. Donc, après son mandat de gouverneur à Suzhou, en 827, il rentre à la capitale, Chang'an, et affaibli, de santé très affaiblie, si bien qu'il passait la décennie suivante toujours fonctionnaire, mais un peu en retrait. Et à la fin de sa vie, dans les années 30 du IXe siècle, jusqu'à sa mort en 846, il mena une vie plus proche encore de la retraite religieuse, mais sans jamais renoncer complètement à l'ensemble de ses fonctions. C'est pour cela qu'on le connaît sous le nom de l'ermite de Xiangshan, n'est-ce pas, Kozan Koji, c'est-à-dire du nom du temple, le Xiangshan Si, le Kozan Ji, le temple où il s'était retiré sur le grand site bouddhique de Longmen, Liumon en japonais, près de la capitale orientale de Luoyang. Il passa les tout derniers temps, alors qu'il avait été victime d'une sorte d'attaque qui le laissa partiellement paralysé, à éditer lui-même son œuvre poétique. C'est donc le recueil que nous avons vu tout à l'heure, intitulé Hakushi Monju. Alors là, c'est pareil, je ne veux pas m'étendre sur des problèmes tout à fait mineurs de prononciation, mais vous voyez qu'il y a une double tradition. Hakushi Monju, Hakushi Bunshu. Hakushi Bunshu étant la prononciation Kaon, la prononciation Hakushi Monju étant une prononciation mixte, n'est-ce pas? Puisque si se prononcer en Goon, il faudrait dire Byakuji Monju. Or, on ne lit jamais Byakuji Monju, c'est toujours lu Hakushi Monju. La forme Haku, Hakkei, certainement solidement implantée dès cette époque-là, puisque en tant que poète, on devait le prononcer en lecture Kaon, n'est-ce pas? Les poésies devaient être prononcées en lecture Kaon, mais le caractère mixte de ce titre déjà indique que un manque de système, d'esprit de système dans la prononciation qui peut nous faire nous poser des questions sur la prononciation exacte du Hondoku de l'époque. Encore que les fragments que l'on ait des poèmes de Hakushi, de Po Chuyi, donc, sont bien en lecture Kaon. Enfin, c'est tout à fait mineur. Donc ce recueil est en 75 livres, donc c'est un peu comme les Énéades de Plotin, mais c'est un peu autant que d'années qu'il avait vécu jusqu'au moment où il l'a compilé. Bien qu'il y eût un nombre variable de livres selon les transmissions. Et l'édition actuelle courante en compte 71. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de penser que chaque livre correspondait, enfin bien que ce ne soit pas évidemment, donc c'est à partir du commencement de sa carrière de poète, c'est pas à partir de l'âge d'1 an. Il mourut peu de temps après, en 846. La 6e année de l'ère Huichang. Et son recueil est donc achevé en 845, une date cruciale dans l'histoire du bouddhisme chinois, puisque sous le règne de l'empereur Wuzong,
éclate une vague de répression des religions étrangères. Ce n'était pas seulement le bouddhisme qui était impliqué, c'était toutes les religions étrangères à la Chine. Le christianisme, par ordre chronologique, le christianisme, le maïchéisme, l'islam, et surtout le bouddhisme, car c'était sans doute la plus largement disséminée, la religion étrangère la plus largement disséminée dans l'ensemble de la population chinoise. Donc une répression qui était faite à l'instigation de taoïsme, et elle fait partie, c'est la troisième de ce qu'on appelle Sanwu Zhongjiao de Fanan, n'est-ce pas? Alors, en japonais, c'est Sambu Isso Kyo no Honan ou Sambu Isso Honan. On ne lit pas Shu ici, bien sûr. Donc, il a certainement très mal pris ce bouleversement historique qui arrive au moment de sa mort. Cette persécution dura peu. Il ne faut pas non plus exagérer la façon dont elle s'est faite, n'est-ce pas? Il n'y a pas de massacre de moines, etc. C'est surtout une persécution économique qui se concrétise par le retour forcé à l'état laïque et la confiscation des biens des monastères. Mais cette vague de persécution, quand même, suscita l'incompréhension au Japon après la relation qu'en fit le religieux Ennin, n'est-ce pas, dans son célèbre Nitoguho Junrei Koki. Là aussi, vous voyez qu'on prononce cette prononciation est parfaitement aberrante, puisqu'il faudrait prononcer soit bon, Nitto, on peut penser qu'elle est justifiée même en gohon. Enfin, mais le guho est une prononciation parfaitement gohon, donc il faudrait lire après Junrei Gyoki. Or, on ne le lit presque jamais comme ça, on lit toujours Junrei Koki. Là encore, on a le même exemple de prononciation mixte. Donc, Ennin, qui avait séjourné en Chine de 838 à 847, rapporte pratiquement sur le vif ce qui s'est passé lors de ces persécutions. Alors, c'est donc avant tout par son Hakushi Monju, n'est-ce pas, qu'on pourrait traduire par le recueil des textes du sieur Po, que l'œuvre poétique de Po Juyi se diffusa au Japon. Mais nous remarquerons avec beaucoup d'autres qu'il fut connu dans l'archipel dès son vivant, ce qui est quand même assez rare pour mériter de signaler, grâce à l'introduction presque fortuite en 838, par l'intermédiaire d'un marchand chinois, d'un recueil conjoint de ses poèmes d'un recueil conjoint qui réunit ses poèmes avec ceux de son ami Yuanzhan, un recueil qui fut remis à l'empereur Nimmyo. Un certain nombre des éléments du succès de Po en Chine se retrouvent au Japon, et avant tout la relative simplicité de son style en comparaison de ses prédécesseurs. Ce ne sont pas seulement les Japonais, mais aussi les Chinois qui surent l'apprécier, cette simplicité. Comme le rappellent les célèbres propos sur la servante, dont on a plusieurs versions, n'est-ce pas? On dit soit que Po Juyi faisait lire ses poèmes par une servante et qu'il corrigeait, qu'il simplifiait ce qu'elle ne comprenait pas. Il y a aussi parfois ce que l'on rapporte, que ces poèmes pouvaient être compris par une servante qui les écoutait à travers la porte, n'est-ce pas? Donc sans que ce soit spécialement à son intention. Donc c'était parfaitement compréhensible à l'oreille, ce qui était déjà loin d'être évident à l'époque en chinois. Alors c'est évidemment cette facilité joua grandement en faveur de l'œuvre, de la diffusion de l'œuvre en Chine d'abord, au Japon, en Corée et au Vietnam. Et il devint au Japon la porte d'entrée obligée de l'étude du kanji, de la poésie chinoise. On se souvient de ce qui est rapporté par Murasaki Shikibu elle-même dans son journal sur les leçons qu'elle donna à l'impératrice en cachette pour ne pas paraître présomptueuse sur la lecture du poète. C'est ce qu'on donne ici d'ailleurs. Et vous voyez, Onbyobu no ue ni kakitaru koto dani yomanu kao oshi haberishio. Bien que je fasse mine de ne pas pouvoir lire, de ne pas savoir lire les extraits donc du Wakan no Eishu, enfin de Po Juyi, enfin pas du Wakan no Eishu ici, de Po Juyi, qui étaient calligraphiés sur les paravents, n'est-ce pas?
Donc, Miya no Gozen ou Onmae ni Nite, donc, là, ici c'est l'impératrice Miya, donc Monju no Togoro Dokoro Yomase Tamai Nadoshite. Donc, l'impératrice lui demanda de faire des conférences sur le Hakushi Monju, vous voyez. Et donc, comme il ne voulait pas que ce soit fait, il ne voulait pas que ce soit connu, Ito Shinobite Shito no Sabura wa nu mono no Hima Himani, donc en visant le moment où il n'y avait très discrètement, Ito Shinobite, n'est-ce pas, en visant le moment où il n'y avait personne, de l'an dernier jusqu'à à partir de l'été de l'an dernier, Gakufu to Yufumi, Nikao Zo, n'est-ce pas? Donc elle a travaillé plus explicitement sur le genre UFO, sur lequel nous reviendrons. C'est un genre poétique particulièrement développé par Pochuyi, donc sur lequel nous avons travaillé. Et Shidokena Nagara, n'est-ce pas, Oshietati, donc sans grand ordre, n'est-ce pas, sans ordre fixe. Et Kakushi Haberi, nous l'avons fait en cachette. Alors évidemment, on dit, parce que les femmes n'avaient pas le droit d'étudier la poésie chinoise, c'est pas du tout ça, n'est-ce pas? C'était, comme elle explique bien, Murasaki Shikibu l'explique bien elle-même dans son Nikki, c'est pour ne pas passer pour un bas bleu, pour ne pas avoir l'air pédant. Elle dit c'est déjà pénible quand un homme vous parle de poésie chinoise, alors quand c'est une femme, c'est encore plus pénible. Mais c'est simplement une question d'apparat, en quelque sorte. Il n'est pas nécessaire de s'attarder ici sur l'influence de notre poète sur la littérature de Heian. Donnons-en un seul exemple trouvé chez la même femme de lettres, n'est-ce pas, donc au tout début du Genji, dès la première page du premier chapitre, nous trouvons le passage. Alors, le temps avance. Donc, nous trouvons le passage. Morokoshi ni mo kakaru koto no okori ni koso yomomidare. Alors, lorsque l'on commence à jaser sur la trop grande intimité de l'empereur avec la concubine, la dame de chambre, n'est-ce pas, qui est la mère du prince Genji, on commence à jaser sur elle, et voici ce que rapportent les gens, n'est-ce pas, Ashikari Kereto, n'est-ce pas, c'est ce qu'on rapporte, n'est-ce pas, de telles choses, lorsqu'elles se produisirent, c'est-à-dire une trop grande intimité entre concubines favorites et empereurs, furent aussi néfastes en Chine, disait-on. Et peu à peu, dans tout l'Empire, alors Amenoshita, là c'est le Japon, n'est-ce pas, donc dans tout l'Empire, les gens en prenaient ombrage jusqu'à l'excès, allant jusqu'à évoquer le précédent de Yokishinore mo Hikihidete, n'est-ce pas, jusqu'à le précédent de Yang Guifei et de l'empereur Xuanzong, au point que la situation en devenait fort embarrassante, mais elle s'en remettait à l'incomparable indulgence de l'empereur. L'allusion était claire pour tout le monde à l'époque. Il s'agissait de l'un des poèmes les plus connus de Pochuyi, n'est-ce pas, le chant des longs regrets, Chogonka, magnifique méditation sur les conséquences désastreuses de l'amour de l'empereur pour sa concubine Yang Guifei, qui est morte en 756. Vous savez certainement dans quelles circonstances, puisque donc c'est le Chogonka. Et voilà. Ainsi donc, ce roman, le Genji, considéré comme le modèle de l'originalité littéraire japonaise, ce qu'il est d'ailleurs, et c'est même un modèle de cette élaboration culturelle que j'essaye de définir dans ce cours, se place dès ses premières lignes dans le prolongement de la littérature chinoise de son apogée des Tang. Nous reviendrons bien sûr sur tout cela, mais ajoutons encore un élément important parmi les raisons du succès de Po, l'influence du bouddhisme sur sa poésie.
nous avons vu qu'il avait envisagé de passer les dernières années de sa vie au temple de Xiangshan, Kozanji, en compagnie de son ami Yuanzhan Genshin, et que sa préoccupation pour la doctrine et les pratiques était profonde. Mais ce qui nous intéressera ici, au seuil de notre enquête sur le Wakan no Eishu, c'est cette citation qui figure dans le Wakan, n'est-ce pas, de l'Oeishu, de Po Chuyi, bien sûr, et qui est la source de l'un des termes les plus fréquemment répétés dans les textes qui traitent de la poésie bouddhique japonaise. La citation figure sous la rubrique liturgie bouddhique, ou plus largement pratique bouddhique, Butsuji, n'est-ce pas, Hotoke no Koto. Elle provient d'un texte de dévotion qu'il avait déposé, que Po Chuyi avait déposé au temple où il rêvait de finir ses jours en contemplation. Fort curieusement, mais cela même a déjà été suffisamment remarqué pour ne pas trop y insister, on ne cite le plus souvent que la seconde partie de la première phrase, ce qui conduit un certain nombre de lecteurs pressés à estimer que Po Chuyi, avait fini par rejeter la poésie au profit de la dévotion exclusive au texte bouddhique, puisque cette formule votive devait être déposée à la bibliothèque du temple, Kyozo. Or, ce qu'il dit est tout autre. Ça se présente comme un gammon, n'est-ce pas, une formule votive, un texte un vœu, n'est-ce pas. Donc, je souhaite negawaku wa, entre parenthèses, c'est un exemple typique de l'influence du sanskrit sur le japonais, puisque ce negawaku wa, sur le chinois, puis sur le japonais, puisque ce negawaku wa n'est que la traduction du subjonctif sanskrit, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, puisse mon œuvre. Mais donc, ce que je souhaite, negawakuda, c'est que mon œuvre d'écriture profane que j'ai faite en cette existence, n'est-ce pas, konjo seizoku monji no go, le karma. Donc, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, kyogen kigo ou kyogen kigyo no ayamari, donc que cette faute se retourne, shirugaeshite, se retourne pour devenir, dans les existences futures, torai no seize, donc dans les existences futures, sambutsujo no in, donc une cause directe pour louer le véhicule de Bouddha, et temporin no en, une cause secondaire, une condition pour mettre en branle la roue de la loi. Donc à la fois une cause directe qui lui fera lui-même devenir laudateur du Bouddha, et par une cause indirecte parce que il espère qu'un jour il deviendra l'un de ceux qui pourront inciter le Bouddha à prêcher la religion. On ne saurait être plus clair. Ce qui peut passer pour des futilités littéraires dans la vie présente, qui constituent effectivement des fautes, peuvent se transformer en facteurs de bien dans les renaissances à venir. L'acte poétique mondain est donc bien défini comme une œuvre mauvaise, ce que l'on appellerait une œuvre noire, kokugo. Vous verrez pourquoi j'emploie cette terminologie ici. Mais lorsqu'il est accompli en intention correcte, il peut se transformer en œuvre blanche, byakugo, shiroki, wazan. Comme si... et donc être à l'origine innen, n'est-ce pas, le in to en, ensemble, enfin, innen, du salut bouddhique. Cette formule sera répétée à l'infini durant toute la période prémoderne japonaise. Mais on ne gardera de littéral, dans les citations qu'on en fera, que la locution kyogen kigo, comme si c'était toute la citation. Charge à l'écrivain ou à l'auteur qui la reprend de préciser à chaque fois que la poésie qu'il fait ou qu'il commente est bel et bien une voie de salut, n'est-ce pas? Utanomichi, Satori no Michi, ou Utanomichi et Hotoke no Michi, la voie de la poésie et la voie de Bouddha. Tout cela est en réalité déjà dans ce passage votif de Po Chuyi, et l'on comprend qu'il est une place de choix dans le Wakan no Eishu, dans la rubrique Butsuji. En citant d'emblée ce passage important, nous situons notre recueil dans une perspective dont il n'est pas assez tenu compte dans les études le concernant. Si nous en ignorons la composante bouddhique, et plus qu'une simple composante, il s'agit d'un véritable éclairage, nous risquons de ne pas appréhender correctement l'esprit de l'œuvre. Et nous ne comprenons pas non plus les véritables raisons qui ont mené les missionnaires catholiques à la réimprimer. Certes, elle évite de lire le Hakushimonju, pour reprendre la phrase qui avait tant exaspéré le professeur Sugano. Mais nous avons vu que les jésuites avaient un intérêt avant tout religieux dans leur étude de la culture japonaise. Et cette interprétation doit donc être prise en compte.
La citation que nous venons de donner en est un indice très concret, et nous verrons au cours de l'année s'accumuler ces indices. Mais les Européens sont arrivés à l'autre terme, historiquement, donc autour de l'année 1600, d'un long processus qui avait commencé avec Kinto. Et si leur réception du Rōeishu, du Wakan Rōeishu, était, si nous en jugeons correctement, davantage de nature religieuse, c'est qu'ils y avaient été eux-mêmes préparés, sans doute indirectement, à travers les conseils et les recommandations de leurs ouailles lettrés. Le maillon manquant entre ces deux termes historiques, nous le trouvons, et peut-être que cela n'étonnera pas ceux qui ont assisté au cours des années précédentes, dans l'œuvre poétique de Jien, 1155-1225, qui se révèle encore une fois une personnalité centrale dans la constitution de la tradition religieuse japonaise du Moyen Âge. Nous avons de lui notamment une centurie, une série de 100 poèmes de waka, donc sur le Hakushi Monju, donc sur le corpus poétique de Pochuyi. Cette centurie comporte une postface remarquable que nous allons lire. Mais auparavant, je voudrais vous citer le dernier poème de cette centurie, le poème que je donne ici, n'est-ce pas? Karakuniniya, kotono hakaze no fukikureba, yosete zokaesu waka no onanami. Du pays de Chine, le vent des paroles, quand il vient soufflant, yosete, de son apport s'en retournent les vagues de la baie de Waka. Il décrit ainsi le mouvement naturel, pour ainsi dire, d'après l'imagerie qu'il emploie. Il est vrai que c'est un peu aux dépens de la vraisemblance géographique, n'est-ce pas, puisque on ne voit pas comment les vagues qui naissent dans la baie de Waka pourraient aller vers la Chine. Mais donc, c'est le mouvement naturel du dialogue sino-japonais, présenté comme les vagues soulevées par le vent du continent, vagues qui retournent vers la Chine. Et voici ce qu'il nous dit dans sa postface, la postface de cette centurie sur le Hokke Monju. Sur la Kushi Monju, c'est une déformation professionnelle. Rakuten, c'est l'autre nom, c'est le nom poétique par lequel Pochuyi est connu pour le Tien, n'est-ce pas? Donc le Tien, Rakuten, et c'est ici Monju no Keishin Nari. Pochuyi est le corps de métamorphose, Keishin, Keijin, n'est-ce pas, de Manjushri. Et comme c'est le corps de métamorphose de Manjushri, Masani ka no kanji o yawaraku beshi. Il convient, il nous faut adoucir ces caractères chinois en japonais. Je ne reviens pas sur wa, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois japonais et adoucir. Et wasu ou yawaraku, un terme que Jien aime bien employer, c'est à la fois donc transposé en japonais et participer du mouvement d'adoucissement de la lumière des Bouddhas dans le paysage religieux japonais. Le waka, en revanche, waka wa shingoku no fuzokunari, encore un terme fuzoku que Jien affectionne, le waka est le mode coutumier du pays des dieux, du Japon. Donc, subekaraku kono hikae o nobu beshi. Il est donc nécessaire d'exposer, de relater ces sentiments, si grossiers qu'ils soient, c'est-à-dire ceux du peuple japonais. C'est pourquoi j'ai pris la liberté, je traduis ici Tachimachi par Orosokani, n'est-ce pas, de manipuler Mote Asobu, les 100 joyaux de sa poésie, de la poésie de Hakushi, pour composer tant bien que mal Namajini, 100 pièces maladroites. Dieu, dire Setsuju, n'est-ce pas, des poèmes maladroits, mes poèmes donc. J'en fais offrande au sanctuaire de Kitano, Tenjin, donc de Michizane, n'est-ce pas, et pris le véridique Amida, Namu no Makoto, Narumono, n'est-ce pas. Assurément, l'œuvre d'écriture mondaine de cette existence, alors là ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, Sadakani, l'œuvre d'écriture mondaine de cette existence se transformera, Hirugaesu, n'est-ce pas, donc, et vous avez Konjo Monji no Go, l'œuvre d'écriture mondaine de cette existence se transformera dans le futur en condition de louange du Bouddha et de mise en branle de la roue de la loi, et de conditions donc de mise en branle de la roue de la loi. Il ajoute une particule, disons, de supposition.
La situation que nous avons vue tout à l'heure est ici utilisée pour justifier l'acte poétique religieux que fait consciemment Jien. Il fait offrande. Oui, alors, Horaku Kore, alors ici il faut lire Hokuya ou Kitano no Yashiro, n'est-ce pas? J'en fais offrande au sanctuaire de Kitano. Donc, il fait offrande des poèmes japonisés de Pochuyi à Tenjin. C'est en année 1221 d'ailleurs, comme il le faisait des poèmes sur le Sutra du Lotus. Le poète chinois devient le bodhisattva de la sagesse, et le rapport qu'entretient le poète japonais avec son œuvre est le même rapport qu'avec un Bouddha. Remarquons d'ailleurs qu'ici, les caractères chinois sont présentés comme le propre de Manjushri. Vous voyez, Kano Kanji, n'est-ce pas? Manjushri, encore de transformation. Jien reprend donc à son compte l'aspect de pratique religieuse, bouddhique, de la composition poétique comme voie de libération, de délivrance, de salut, en reprenant la citation du Wakan Roeshu et en l'adaptant. Nous sommes donc ici à une étape décisive du processus de sacralisation de la poésie même non bouddhique, fondée directement sur le Hakushimonju, tel qu'il est introduit au Japon par Kinto. Nous aurons bien sûr l'occasion d'approfondir tous ces aspects dans les cours qui vont suivre. Permettez-moi simplement de terminer sur une tentative d'explication de l'une des énigmes du texte. La toute dernière rubrique, qui est intitulée Haku, Shiro, n'est-ce pas, le caractère Shiro, Shiroi, et qui suit Mujo. Le professeur Sugano présente une série d'hypothèses dont il ne cache pas qu'elles lui semblent toutes farfelues. Il y en a pourtant qui sont toutes très intéressantes, comme par exemple, je vous en fais grâce, mais une explication qui impliquerait les trois vérités du Tendai. Mais enfin, je ne vois pas comment elle peut marcher. Mais nous ne pouvons le suivre lorsqu'il récuse comme trop naïve la plus évidente, celle qui veut que le caractère renvoie au nom même du poète, Hakushi, c'est pas le blanc de Pochuyi. Il suffit de regarder le texte du Wakan Roeshu, où tous les poèmes de Pochuyi sont précisément ainsi désignés, la simple signature Haku, pour comprendre que ce caractère doit au moins aussi être pris dans ce sens. Cependant, nous savons bien que les niveaux allusifs sont multiples en Extrême-Orient et que ce caractère ne s'arrête pas à l'évocation évidente du nom du poète. Nous voudrions attirer l'attention sur un autre sens qui devrait être pris en considération et qui me semble bien mis en évidence dans le texte votif, dans le gammon que nous avons lu. Haku, lu byaku en gohon, et mosu en lecture explicative, est un terme bien connu dans la liturgie bouddhique, le hyōbyaku, c'est-à-dire la déclaration d'intention, la dédicace d'un rite. Dans le texte votif, la corrélation est évidente. Si vous regardez le texte du Wakan Roeshu, il commence par Gan, Negawakuwa, et il finit par Haku. N'est-ce pas? Et on peut le dire Mosu à ce moment-là. Donc, il me semble qu'il serait tout à fait et possible et logique d'estimer que donner ce titre à la dernière rubrique transformerait l'ensemble du recueil en une offrande bouddhique. Jien n'aurait alors fait que mettre en relief, qu'expliciter clairement la nature de l'ouvrage qu'il avait certainement à l'esprit lorsqu'il entendait japoniser le Monju. Il faut alors penser que le sens de byakugo n'est pas non plus à écarter, conformément au verbe shirugaesu du texte votif, n'est-ce pas? C'est-à-dire, shirugaesu, on retourne, on inverse en quelque sorte. Donc le kokugo, le karma noir qu'est la poésie futile, devient un byakugo, un karma blanc. Nous aurons naturellement l'occasion de revenir sur tous ces points. Mais je pense qu'il était bon de les suggérer dès maintenant, afin de vous montrer que nous restons bien dans le rapport hiéroglossique qui est l'axe de notre enquête, en étudiant le Wakan Roeshu. Et je vous remercie.